Réfléchir, hein, c'est le plus important, ouais. Peut-être qu'on va, ce sera le thème de la prochaine émission, qui c'est l'insécurité dans notre pays. Notre consultant, bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Hein. Merci. Rue et on soulève ces problèmes afin que l'opinion globalement participe au débat. Et cet après-midi, j'ai tout en cœur une amie qui m'a demandé de lui faire coucou particulièrement avant le début de l'émission parce qu'elle est scotchée, elle est scotchée et elle dit si tu me disais bonjour alors le reste c'est entre nous. Alors elle s'appelle Nadine Bellamé. Voilà, je lui dis coucou. Un coucou à Nadine Bellamé, voilà. Qui est en train de nous regarder en ce moment. Elle est sûrement en train de nous regarder en ce moment. Voilà. D'accord. Alors, on parle du mariage. Évidemment, on va commencer pour la bonne compréhension de tous. Monsieur Soumon, on va commencer par la définition même du terme mariage. C'est quoi le mariage? Bon, disons qu'il y a des concepts comme ça qui dans la vie se comprennent sans on trouve une définition standard. En réalité, on a des difficultés à définir un concept qui semble être connu de tous. Allez demander à n'importe qui ce que le mariage est, il vous dira je sais ce que le mariage est, mais demandez-lui de vous donner une définition du mariage. Je doute fort que beaucoup de gens puissent le faire. Mais dans tous les cas, disons tout simplement, pour faire simple, que nous allons considérer ici le mariage comme étant un contrat. Un contrat ou tout au moins une convention qui est passée entre deux personnes. Deux ou plusieurs personnes, parce que le mariage n'est pas seulement une affaire de deux personnes, il y a des cas de polygamie, il y a des cas de polyandrie dans certaines sociétés. Donc le mariage, à mon sens, au sens le plus général, peut être conçu comme un contrat passé entre deux ou plusieurs personnes et qui s'engagent à mettre ensemble ou à mettre en commun ce qu'ils ont de bien et à créer ce qu'on appelle un foyer ou un ménage. Maintenant, le mariage est perçu dans la société d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a le maire qui scelle cette union dans le cadre de ce qu'on peut appeler un mariage civil. Il y a l'approche religieuse ou judéo-chrétienne qui voudrait que le mariage soit une union consacrée par Dieu. C'est-à-dire que le prêtre, le pasteur ou toute autre personne est l'intermédiaire de Dieu auprès des hommes et qui unit deux ou plusieurs personnes, généralement deux personnes parce que c'est dans le cas de l'Église, c'est cela. Donc alors c'est une convention également qui est scellée un tout petit peu par Dieu. Donc nous allons retenir du mariage simplement que c'est une union, un contrat, une convention passée entre deux ou plusieurs personnes et qui décident de vivre ensemble pour le restant de leur vie. Enfin, pour le restant de leur vie, le meilleur comme le pire. Mais je voudrais, n'est-ce pas, en conclusion de cette définition, me poser quand même une petite question. Juste une petite question, je dis, mais quel est ce paradis, le mariage? Ce paradis qu'est le mariage où tout le monde qui est à l'intérieur voudrait en sortir et tout le monde qui est à l'extérieur voudrait y rentrer. Bizarre ce paradis qu'est le mariage. C'est paradoxal quand même. C'est paradoxal. Ouais. Une fois qu'on y est, on a envie de sortir. Mais une fois qu'on n'y est pas, on a juste envie d'y entrer. C'est bizarre. Oui, Audrey, parce que toute jeune fille que vous allez rencontrer vous dira vraiment, pour que je me sente femme, il faudrait que je me marie. Et même des hommes... Pas toute jeune fille. Enfin, toute fille. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là. Parce qu'il y a des filles, des jeunes filles qui ne rêvent pas de mariage. D'accord. À ça, on verra. Peut-être que je parle de moi. On en reparlera. Alors, Madame Tuala, pourquoi se marie-t-on à votre avis? Pourquoi se marie-t-on? Alors, on va parler de plusieurs raisons qui motivent les gens à se marier. La première raison que je vais évoquer ici, c'est la sécurité. Alors, quand on est marié, on se sent en sécurité parce que, à la différence de quand on vit en couple, on va dire en concubinage, on n'a pas de certitude du lendemain. C'est-à-dire qu'au cours d'un échange assez houleux et assez froid, on peut décider que, bon, voilà, chacun prend sa route et puis voilà. Pourtant, dans le mariage, c'est scellé par des actes tels que l'acte de mariage même, ou alors l'acte de mariage civil, ou alors l'acte de mariage coutumier. Alors, avec ces éléments-là, il est difficile,
parce qu'on s'est disputé, de se séparer. C'est difficile parce qu'il faut passer par des étapes pour arriver à rompre cette union qui est matérialisée par un document. Alors maintenant, il y a également, pour une femme qui est demandée en mariage, pour elle, ça constitue la mise en confiance. C'est-à-dire que ce monsieur-là qui demande la main de la jeune fille, en fait, c'est une façon de la mettre en confiance. Celle-là est mise en confiance. Voilà, ça c'est un autre aspect. Mais aussi, les gens se marient parce que derrière, il y aura une appréciation de la société. Parce que de toutes les façons, en entreprise, je vais donner un exemple en entreprise, une personne qui est mariée a plus de considération, c'est-à-dire qu'on la considère plus et on peut lui accorder ou alors lui déléguer certaines responsabilités. On va dire dans la société même, carrément aujourd'hui. Voilà. La personne qui est mariée est plus considérée que la personne qui ne l'est pas. Voilà. Donc en fait, on ferait plus confiance à cette personne. Et même en affaires, de savoir qu'une personne est mariée, que ce soit une femme ou alors un homme, parce que derrière, il y a une famille qui est à gérer. Alors, on se marie aussi parce qu'on voudrait avoir de la considération. On va dire que ça donne un certain poids dans la société dans laquelle on vit, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Ça a une autre considération dans tous les cas. Voilà. Et d'autres personnes se marient également parce qu'elles ont une vision de couple, c'est-à-dire qu'elles ont une vision de partager, on va dire, l'avenir avec le partenaire. C'est-à-dire qu'on a décelé en ce partenaire-là des capacités de développement dans le sens de développement peut-être de la vie de tous les jours ou alors des affaires. Alors on se met ensemble parce qu'ensemble, effectivement, on va rapidement avancer dans la vie. Les éléments, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se marient. Maintenant, je n'ai fait que, comme ça, en ramasser, ressortir quelques raisons pour lesquelles les gens se marient. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on observe quand même que les gens se marient sur un coup de tête et divorcent pour un oui ou pour un non. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Le mariage est-il devenu banal de nos jours? Disons que, si on dit qu'on se marie pour un oui ou pour un non... Sur un coup de tête, et on divorce pour un oui ou pour un non. Sur un coup de tête, je crois que c'est un tout petit peu dénaturé le mariage dans ses fondements. Non, mais ce n'est pas dénaturé, c'est en fait, c'est une observation de ce qui se passe de nos jours. Oui. En réalité, lorsqu'un homme rencontre une femme ou qu'une femme rencontre un homme, et qu'entre les deux s'installe que les deux se rapprochent, en ce moment, le rapprochement au plan sentimental est parfois si fort au début que la seule chose à laquelle les uns et les autres pensent, c'est de vivre comme ça pour l'éternité. Et la seule façon de vivre comme ça pour l'éternité, c'est en réalité de dire qu'il faille qu'on se marie. Alors, les gens se marient aussi chez les plus jeunes parce que parfois, ils ont, n'est-ce pas, et ils se marient très rapidement parce qu'ils ont envie de se soustraire à certaines contraintes familiales. Vous allez donc retrouver des jeunes filles qui veulent vivre librement et qui veulent consommer véritablement la relation qu'ils ont avec leur partenaire, n'est-ce pas, sans avoir un certain nombre de contraintes ou un certain nombre d'interdits ou d'interdictions qui viennent de la part de leurs géniteurs ou des gens qui ont leur responsabilité. Vous savez que, en réalité, l'union, ou si vous voulez, la relation qui se situe en marge du mariage est perçue généralement comme une relation illégale du point de vue de l'Église et même du point de vue de la société. L'Église va appeler ça la fornication ou tout simplement l'adultère. Et la société va appeler ça l'infidélité, où tout simplement, on va trouver tous les noms possibles pour signifier que cette union illégale n'est pas une union correcte. Et du coup, donc, les personnes, dès lors qu'elles se sentent proches d'une autre, vont directement chercher à rendre légale cette relation. Et parfois, on ne prend pas le temps de mesurer les conséquences liées, n'est-ce pas, ou tout simplement les implications de cet engagement qu'on va prendre. Généralement, on dit allons-y et on verra. Vous allez constater que dans la société occidentale, dans l'approche occidentaliste, autant la séparation, le divorce est facile, autant les unions sont faciles. C'est-à-dire que très facilement, on se retrouve le soir, le temps de vivre une passion et de la vivre totalement dans le cadre d'un mariage.
autant avec une extrême facilité, dès que l'un ou l'autre, ou les deux à la fois se sentent l'impossibilité de continuer cette vie, ils demandent à se séparer, on leur accorde directement. Mais dans notre tradition, qui est la tradition africaine, ce n'est pas la même chose. En général, le mariage est mûri. Il est mûri parce que lorsque vous avez rencontré votre âme sœur, qu'est-ce que vous allez d'abord discuter avec les parents, il faut qu'ils donnent leur accord, il faut qu'on aille faire une enquête de moralité dans la famille où vous allez, il faut que les gens s'asseyent et discutent de tout cela. Ça, c'est la tradition africaine. Et ce qui fait que ça scelle des unions qui sont généralement plus durables. Et la législation a même durci le processus de divorce. Bon, alors ce qui fait qu'en réalité, entre l'Afrique et l'Occident, il y a deux approches de la notion de mariage. Madame Chola, selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, on se marie ou alors on divorce aussi facilement? Alors, je pense que le mariage, en réalité, n'est pas compris par beaucoup de personnes. À mon avis, les fondements même du mariage ne sont pas, à la limite, bien compris par pas mal de personnes qui s'y engagent. Je vais d'abord, avant de répondre vraiment de manière concrète à cette question que vous me posez, dire également qu'on se marie. Une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est pour concrétiser l'amour. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas non plus... Pour consommer. Concrétiser, consommer. Et consommer, bien évidemment. Et consommer, bien entendu. Les deux vont ensemble. On ne peut pas ne pas consommer. Qu'est-ce qu'on appelle concrétiser? On ne peut pas concrétiser sans consommer. C'est quoi? Là, tu as concrétiser, c'est quoi concrétiser? Alors, quand je parle de concrétiser, c'est de manière pratique, c'est-à-dire consommer le mariage. Consommer, c'est-à-dire? Faire l'amour. Bon, ok, allez-y, madame. Voilà, oh mon Dieu, c'est Somo. Okay. Somo, je pense que ça va aller. Ça va aller, madame Chola. Allez-y, madame Chola. Monsieur Somo est taquin. Il est comme ça, on est déjà habitué. Voilà. Donc, en fait, c'est également pour concrétiser l'amour, parce que vous allez bien entendre entre les jeunes, ouais, mais bon là, on sort ensemble, mais seulement jusqu'ici, il ne me prouve pas qu'il m'aime assez. S'il m'aimait assez, c'est qu'il m'aurait déjà épousé. Voilà, c'est ce qui se dit très souvent. Alors, pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, pourquoi les gens, voilà, de manière régulière aujourd'hui, se marient, donc après divorcent? Qu'est-ce qui peut expliquer le divorce? C'est l'incompréhension du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement mettre une alliance, regrouper les familles, boire un coup, faire la fête, porter une robe blanche. Non. Le mariage, c'est la responsabilité. Quand on s'y engage, j'ai l'habitude de dire qu'il faut respecter le mariage. C'est une femme mariée qui vous parle. Elle sait de quoi elle parle, oui. Voilà, il faut respecter le mariage. Ça veut dire que les valeurs du mariage, les valeurs qui voudraient qu'on mette en avant quoi? Qu'on mette en avant le respect de l'autre, qu'on mette en avant le respect de la famille de l'autre, qu'on mette en avant l'intégrité dans le couple, qu'on mette en avant les différentes valeurs, on va dire, qui sont vraiment des valeurs, qui sont les valeurs qui sous-tendent en fait le mariage. Pour compléter vos propos, qu'on se dise qu'il n'y aura pas que le meilleur, il y aura aussi le pire. Bien entendu, parce que la responsabilité voudrait que dans tous les cas échéants ou bien bons cas, on va dire, finalement, qu'on puisse arriver à gérer ensemble. J'insiste sur ensemble, parce que le mariage, c'est l'union. Voilà, donc devant toutes les situations, on doit pouvoir les gérer ensemble. Maintenant, quand on n'est pas dans cet état d'esprit de gestion ensemble, et que finalement naissent des intérêts égoïstes et individualistes, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la même vision du mariage. J'ai évoqué tout à l'heure les différentes raisons pour lesquelles les gens se marient. Alors, si on n'est pas dans la vision qui voudrait qu'on chemine ensemble, mais plutôt qu'on on s'était basé sur un intérêt particulier et que cet intérêt finalement est menacé, parce que l'autre l'a bien compris, non mais vous vous doutez bien qu'à un moment donné, on se sépare. D'autre part, il y a le fait qu'à un moment donné également, l'irresponsabilité des uns et des autres. Parce que si on va effectivement dans l'esprit d'union et que s'il y a un problème dans la famille de l'autre personne, je veux dire l'autre personne n'accompagne pas son partenaire, on a le sentiment qu'on est rejeté. Je vais vous donner un exemple vraiment très très concret. Il est arrivé dans un couple que la dame perde un membre de sa famille, notamment sa tante, et que finalement au deuil, seulement le mari se présente, sans aucun membre de la belle famille. Mais c'est costaud ça. Ça a un impact considérable. Parce que ça veut dire qu'elle est seule. On ne l'a donc pas finalement acceptée dans la belle famille. Parce que dans le cas de deuil comme ça, en général,
c'est la belle famille qui rehausse, on va dire, finalement, la présence, de leur présence rehausse le deuil de leur présence, c'est-à-dire manifester que cette personne a été acceptée dans la famille et avec toutes les valeurs que ça comporte. Voilà, donc pour dire que le mariage, ça ne se limite pas seulement à on est ensemble, mais c'est de l'assistance. Maintenant, quand on ne l'a pas compris, ça va dans tous les sens. On passe à côté, forcément. On passe à côté, après, ça se solde et puis voilà, finalement, on est dans l'incompréhension totale. Et voilà, quand on part déjà dans l'incompréhension, c'est dit, ouais, on est encore jeune, on peut refaire sa vie et tout. Ça va vite. Oui. Ça va vite. Et par ailleurs, on veut copier le modèle occidental. Enfin, en ce qui concerne les Africains, on veut copier le modèle occidental. On copie toujours mal, hein. C'est voilà. ce qu'on dit malheureusement, ici, hein. Malheureusement, ouais. Parce que de toutes les façons, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la tolérance. Il y a l'écoute. Et il y a le dialogue. Parce qu'on ne peut résoudre aucun problème sans passer par ces étapes-là. La communication. Personne n'est censé détenir le monopole du savoir, même dans le ménage. Ça veut dire que s'il y a un problème et qu'on ne discute pas, personne ne va écouter, personne ne va comprendre l'autre. Il faut écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, comment vous allez savoir que la personne voulait dire ce que vous voulez dire? Oui, si tu permets, Audrey, je voudrais compléter les propos de Mme Chouala pour dire que, en réalité, le mariage se détruit souvent exactement de la façon avec laquelle il s'est construit. Vous allez voir qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes se marient, de nombreuses personnes se marient sous la contrainte. Quand je dis sous la contrainte, laissons de côté le fait que ces jeunes filles qui sont amenées en mariage de force. Moi, je n'appelle pas ça mariage, c'est à mon sens pas de mariage du tout, parce que le mariage, ça doit être une union librement consentie par l'ensemble des deux partenaires. Bon, maintenant, il y a certaines contraintes qui sont dictées par la peur de perdre son partenaire. Vous comprenez, pas la peur de perdre son partenaire. C'est-à-dire que vous rencontrez une jeune fille, vous vous liez d'amitié et vous sentez qu'à tout moment, elle peut vous échapper. À tout moment, elle peut vous échapper. Bon, alors, quelle est la façon de contenir cette personne? C'est en réalité de sceller cette union, non pas seulement en la consommant, mais en prenant, en contractant un mariage. Bon. Puis, généralement, plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment mûri la décision qu'on était en train de prendre et qu'on avait pris cette décision parce que, sur le coup, il fallait pallier au plus pressé. Le plus pressé, c'est de conserver une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'affection. Et du coup, donc, de nombreux mariages arrivent au divorce à cause de cela. Et c'est pourquoi il faut, je pense, pour le mariage, que l'approche qui consiste à faire des fiançailles d'une certaine période peuvent, n'est-ce pas, apporter une solution au problème de mariage. Même si, de plus en plus, lorsque vous abordez les couples mariés, la rhétorique est la même. Au moment où on était fiancés, c'était une personne, mais dès qu'elle est déjà dans le ménage, ou bien dès que nous nous sommes mis dans le ménage, c'est devenu une panthère. Et du coup, on comprend qu'il y a toute une farce qui se joue avant le mariage, qui est fait de comédie et en même temps d'hypocrisie, et puis des révélations qui sont faites dès que le mariage a commencé. Et parce que, généralement, je vais vous dire, comme je disais, ce petit paradis qu'on appelle le mariage, en réalité, des hommes vous diront que pour voir la femme, votre femme que vous aimez tant, et que vous avez rencontrée au lieu de service, et que vous rencontrez tout le soir à un rendez-vous très belle, très bien mise, attendez donc de passer une semaine, un mois. Vous allez voir la même femme se lever le matin. C'est-à-dire se lever le matin en tenue de chambre, dans la cuisine. Vous allez voir le même nez au milieu de la même figure tous les jours. Cette fois-ci, non pas bien maquillée comme Mme Chouala l'est maintenant, mais elle se révèle dans sa véritable identité physique. On rigole peut-être, mais c'est très important. Elle se révèle dans sa vraie identité physique. Et elle se révèle également dans sa vraie identité comportementale, c'est-à-dire au niveau des attitudes. Parce que fini la comédie par laquelle on essaye de convaincre le partenaire, bienvenue à l'identité de la personne qui se révèle. Alors, en ce moment, êtes-vous toujours prêt, si on reculait, à prendre cette femme? C'est pourquoi je suis partisan d'une philosophie qui consiste à d'abord laisser les gens vivre quelque temps ensemble,
avant de contracter cette union qui, à mon sens... Un bon bout de temps, hein, parce qu'aujourd'hui, on a des mariages après 2 mois, après 6 mois, après 4 mois. J'en connais après une semaine. Dire que, voilà, après une semaine, on a souvent entendu dire que quand c'est le tien, c'est le tien. Pas besoin d'attendre des années. Voilà. Donc, monsieur Somo conseille de passer un bon bout de temps ensemble d'abord avant de s'engager. Oui. Définitivement. Oui, ça va éviter des désagréments comme des divorces, par exemple. Oui, je vais vous dire, monsieur Somo, je ne partage pas votre avis. Je respecte votre avis, mais je ne le partage pas. D'accord. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas marié, tant qu'on n'a pas le document qui atteste qu'on est marié, on continue à jouer la comédie, même si on vit en couple. Parce qu'on n'a pas de confiance, dans le sens où on n'a pas quelque chose qui nous permet d'asserter qu'on restera ensemble toute la vie. Mais sans vouloir vous couper, Madame Chola, c'est quand même difficile, Monsieur Somo, de jouer la comédie pendant des années. Mais non, pas seulement ça. Même pas difficile, il est impossible. Il est impossible pour vous, Madame Chola, si je voudrais faire de vous mon épouse, et que le matin, quand je me lève, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous mettre la tête sous la couverture pour que je ne vous dévoile pas sans votre maquillage et que je sente quel genre de femme vous avez devant moi. Non, il y a ça. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis un homme, Madame Chola. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je suis une femme, Monsieur Somo. Je sais de quoi je parle. Ok, d'accord. Voilà. Allez-y, allez-y. Seulement, je n'ai pas de bagarre sur mon plateau, d'accord? Mais lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis la en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne se limite pas à voir la femme qui se réveille le matin. Oui. Il y a les habitudes, il y a les comportements que vous allez pouvoir étudier et analyser au cours de cette vie-là. Aussi au cours de cette vie qui précède le mariage dont vous parlez. Parce que si ce n'est que se réveiller le matin, c'est pas suffisant. C'est pas le fait qu'elle n'ait pas de maquillage qui suffit pour que, voilà, finalement, vous dites, ouais, je la prendrai en mariage ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Les comportements. Alors, la preuve, les gens vivent ensemble et après ils se séparent. Je veux dire, ils vivent ensemble en couple, après ils se séparent. Le taux est conséquent. Renseignez-vous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de garantie. Ça ne suffit pas de l'être comme ça ensemble. Parce que comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'est pas sûr qu'on y reste, au moindre pépin, un échange qui est assez froid et houleux, on se sépare. De toutes les façons, je ne suis même pas mariée avec, donc je n'ai qu'à aller me chercher ailleurs. Et puis de toutes les façons, il y a même un monsieur là qui est en train de bien me regarder là. Pourquoi pas? Je veux dire, pendant qu'on est marié, c'est différent. Je ne veux pas non plus dire qu'il n'y a pas des femmes qui vont voir ailleurs. Mais c'est différent. On n'a pas d'assurance. On n'a pas la certitude. Et du coup, on continue à aller dans l'esprit de il vaut mieux que je sois calme comme ça parce que bon, voilà, comme je sois qui m'épouse là et tout, si je me comporte mal, je serai fichue parce que c'est pas celui qui me prendra en mariage. C'est de la comédie. On n'a pas de garantie, on n'a pas la certitude. Et quand vous la prendrez en mariage, c'est en ce moment, on le dit très souvent dans les familles, une histoire de « dis donc, c'est maintenant que je la découvre ». Donc c'est comme ça qu'elle était. C'est maintenant que je vois son vrai visage. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. Mais je ne me serais jamais aventurée. Parce que c'est justement dans le mariage qu'on découvre. C'est rare qu'on ait les éléments qui permettent de vraiment soutenir que cette personne est bien hors. C'est juste quelques éléments. Maintenant, c'est dans le mariage qu'on se découvre. Même aujourd'hui, il y a des comportements que je découvre de mon mari et que je me dis, dis donc, ah bon? J'y crois pas. Pourtant, je suis mariée depuis 10 ans. Voilà, donc pour dire que, voilà, c'est tous les jours. Pourtant, je ne l'avais pas vu ça avant. Voilà. Le mariage est peut-être un symbole... Monsieur Somo, on va avancer un peu. Oui, avançons. Le mariage est peut-être un symbole fort, mais qui est de plus en plus fragile de nos jours. La famille, même dans son sens global, n'est plus ce qu'elle était. Se marier à l'époque était une décision lourde de sens. Aujourd'hui, le mariage est considéré comme un contrat, comme un autre par certains. Alors, la question que je vais poser, c'est est-ce que les parents n'ont pas une grosse part de responsabilité dans ce phénomène-là? Peut-être qu'ils ont échoué quelque part dans la retransmission des valeurs aux enfants. Je vais partager votre avis, Audrey, d'une part, parce qu'effectivement, je l'ai souvent dit sur ce plateau, c'est l'éducation qui est la base de tout. Les parents ont une grande responsabilité dans ce que deviendront les enfants. Maintenant, il y a l'éducation personnelle qu'on acquiert dans la société parce qu'on évolue tous les jours. Il y a l'éducation familiale, mais il y a également l'éducation qu'on acquiert dans la société. Mais la base, c'est la base qui est importante. Et la base, on parvient à la voir dans la cellule familiale. Voilà. Donc,
Les parents, oui, ont une grosse responsabilité. Pourquoi? Parce que l'éducation de avant que la fille ne parte en mariage, elle vit dans la cellule familiale. Quand le garçon, avant qu'il ne parte en mariage, il vit dans la cellule familiale. Maintenant, il y a une éducation pour le mariage qui doit être faite. À côté de ça, à côté de l'éducation qui est faite par les parents, il y a l'éducation religieuse qui accompagne l'éducation des parents, l'éducation familiale. Ces éléments mis ensemble permettent quand même d'arriver on va dire, à une personne quasi complète pour pouvoir répondre en tant que femme ou alors en tant qu'homme dans le mariage et pouvoir gérer. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a des parents qui ont fait 40 ans en mariage, 40 ans dans le mariage, 50 ans. Pourquoi pas? Ce qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, quand même, il faut le dire. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un échec. Il y a un échec de la part des parents. Du coup, je pense qu'il faut repenser le mariage. Il faut repenser l'éducation du mariage. Et d'où l'interpellation des parents que nous sommes. Oui, c'est vrai, Madame Touala, il faut repenser cette éducation, mais moi j'ai un autre son de cloche par rapport à cette situation. Oui. Car si on regarde de près, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes allés dans une forme de perversion de la société. Oui. C'est-à-dire que les mariages à un certain pourcentage ne sont pas forcément un succès. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que des parents qui ont fait un mauvais mariage transmettent comme éducation à leurs enfants? La preuve, il y a des femmes qui diront à leurs filles, en réalité, si ça ne tient qu'à ce que moi j'ai vécu avec ton père, franchement, le mariage, ça ne vaut pas la peine. Il y a des hommes qui disent... Mais c'est des paroles dangereuses quand même. Et pourtant, c'est récurrent. C'est-à-dire qu'au début... En fait, on le dit, mais on ne mesure pas vraiment l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Parce qu'après, la jeune fille, elle grandit avec ça dans la tête et puis elle se dit, elle fait des projections. Pourquoi se marier donc? C'est pas la peine, je ne me marie pas. Elle fait des projections, c'est-à-dire qu'elle s'identifie au couple de ses parents et du coup fait un rejet. On appelle ça des inhibitions affectives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne ressent véritablement plus la nécessité ou l'intérêt ou le bien de se marier. Même chez les hommes, c'est pareil. Nous, les hommes, c'est avec beaucoup d'aisance que lorsque nous causons avec notre garçon, avec notre gars, nous lui disons, attention, fais attention à la femme que tu vas épouser. Et du coup, cet homme, cet enfant qui devient un homme plus tard, a déjà développé dans son fort intérieur des prédispositions à ce qu'on appelle des mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'il prend déjà la femme comme étant un potentiel adversaire, un potentiel ennemi, et du coup, il se braque, et l'attitude qui est la sienne ne contribuera jamais à consolider le mariage. Donc, peut-être, il faut qu'il y ait une éducation des parents pour le mariage aux enfants, mais il faut que ce soit une éducation pour les personnes qui ont réussi leur mariage. Parce que pour les personnes qui n'ont pas réussi le mariage, ils ne peuvent transmettre à leur progéniture qu'une idée négativisante du mariage, et du coup, ceux-là sont déjà prédisposés à faire aussi des mauvais mariages. Je suis entièrement d'accord avec vous sur vos propos, parce qu'effectivement, il faut faire très attention quand même dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Pourquoi? Parce que toutes les paroles qu'on prononce ont une incidence et un impact. On ne se rend pas souvent compte sur les enfants. Absolument. Parce que ce n'est pas parce qu'on a raté son mariage qu'il faut que nos enfants ratent le leur. Il y a un problème. C'est pas parce qu'on ne s'entend pas entre nous que forcément les enfants ne devraient pas s'entendre avec leur partenaire. Absolument. Voilà, donc je veux dire, ça appelle encore la responsabilité des parents. Parce que de toutes les façons, on est censé donner la meilleure éducation à nos enfants. Dans la meilleure éducation, je vois le fait qu'il faut les protéger. Parce qu'ils n'ont rien fait pour contribuer au clash qu'il y a entre les parents. Donc, que ce soit un mariage réussi ou pas, ce sont les parents qui ont l'obligation de présenter aux enfants et surtout de les protéger et leur donner une bonne vision du mariage. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez bien, on va lire quelques messages. On aura forcément des questions, donc on va répondre à ces questions rapidement en 30 secondes. Le temps que je retrouve les messages, et on a beaucoup déjà. Alors, on va commencer à les lire. On répond rapidement en 30 secondes, les questions, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions-là. Donc, petit problème avec les messages. On va les lire dans quelques instants, mais avant, on va continuer à avancer un peu dans notre débat. Le mariage, c'est la plus belle preuve d'amour qui puisse exister. Mais la question que je vais vous poser à vous, chers panélistes, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on se marie encore par amour? Est-ce que le matériel n'a pas pris le dessus sur les sentiments, l'amour même?
les intérêts égoïstes? Est-ce qu'il y a encore des mariages par amour? Vous sortez d'abord votre postulat de base, hein, parce que vous avez énoncé un postulat à la base, le mariage, c'est la meilleure preuve d'amour. Je voudrais qu'on épilogue là-dessus et qu'on se dise, est-ce que la meilleure preuve d'amour qu'on puisse apporter à quelqu'un, c'est le mariage? Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne pense pas que ce soit toujours vrai. Hein. Il y a une autre façon. Je peux acheter un avion à une femme que j'aime. Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve? Non, je crois que la meilleure preuve, en réalité, qu'on peut apporter à une personne, c'est faire que cette personne accède à ses attentes, à ce qu'il attend. C'est-à-dire que pour que vous soyez totalement satisfait de moi, il faut que je vous donne exactement ce que vous voulez. Oui. Vous voyez, il y a des personnes qui vivent en union libre, ils veulent totalement leur liberté, c'est-à-dire que chacun est chez soi, ils se retrouvent de temps en temps, ils vivent pleinement cette union et chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin sans que ça se passe forcément dans le cadre du mariage. Être marié. Ouais. Bon, mais maintenant, il faut quand même considérer que le mariage, sur le plan social, apporte aux personnes qui l'ont contracté un certain statut social. Oui. Et du coup, donc, en ce moment, le mariage, lui, il devient quelque chose de différent, oui. Bon, sans que véritablement ce ne soit la meilleure preuve d'amour. Enfin, c'est ce petit détail que je voulais... D'accord, c'est compris, M. Sommo. Maintenant, répondez à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on se marie par amour? Vous n'avez pas l'impression que le matériel a pris le dessus? C'est vrai que le matériel, incontestablement, le matériel a une influence significative dans la plupart des relations aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut dire que... je dis toujours que l'amour n'est pas un sentiment dénué de tout fondement pratique ou de tout fondement matériel. Il y a toujours à la base d'une union entre deux personnes quelque chose qui a une valeur matérielle. Quand je dis valeur matérielle, je n'y mets pas forcément de l'argent, je n'y mets pas forcément le matériel qu'on voit. Je dis que le mariage, ou si vous voulez, l'amour est toujours sous-tendu par quelque chose. Lorsque je regarde la belle Madame Chouala, et que je dise que je... Sur moi, attention. Merci, hein. merci. Madame Chouala, vous avez bien dit Madame. Madame, je dis bien... Allez-y, ouais. Lorsque je dis que j'aime Madame Chouala, je m'appuie généralement sur un ensemble d'éléments matériels. Parce que c'est ça qui... En fait, c'est ça qui constitue le départ de la chose. C'est-à-dire que elle m'a frappé par son teint, elle m'a frappé par sa démarche, elle m'a frappé par sa beauté, elle m'a frappé par quelque chose, et qui m'a forcément attaché. C'est-à-dire que sans ces éléments, forcément, ça devient... Et le matériel participe de l'aiguisement de ces valeurs ou de ces éléments qui contribuent à sceller une relation. Mais de plus en plus dans la société, quelle femme ou quel homme n'aspire pas à avoir un partenaire ayant une certaine aisance matérielle? D'ailleurs, des hommes sont prêts à dire à leur enfant, que si tu veux prendre une femme, s'il te plaît, prends quand même une femme qui va apporter quelque chose, qui va apporter quelque chose au charme du ménage. Et pourquoi pas aspirer à une femme ou à un partenaire en réalité qui pourrait être immensément riche et pourrait rendre les choses faciles. Donc, ça aussi, ça peut conditionner la réflexion. Pour le mariage, ça peut parfois précipiter certaines choses. Il va de soi que si je veux épouser Madame Chouala et que je la mette dans l'avion, et je l'amène faire un petit tour aux îles Canaries. Généralement, c'est ce que nous faisons pour changer un peu de mentalité à une petite. Hein. Tu l'amènes ici à la base là quelque part, tu lui fais manger un bon petit poisson. Si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu ne l'amènes pas. Et du coup, tu ne peux pas lui changer des idées. Non. Si tu crois que tu vas l'amener au bar d'à côté tout le temps, bon, tu crois que tu ne vas pas changer son avis. Quand on veut formater, hein, pour parler comme les jeunes, quand on veut formater la tête d'une petite, alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais enfin, c'est le langage que tout le monde comprend bien. Faites attention, vous ne trahissez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On amène à un endroit où on peut manger le poisson, les pieds dans l'eau. Monsieur Sommo, madame regarde cette émission. Faites attention à ça. C'est comme ça que j'ai fait pour la conquérir. Madame Chouala. Franchement, monsieur Sommo, vous êtes super intéressant dans tous les cas. Alors, en fait, est-ce que le mariage, c'est une véritable preuve d'amour? Je me souviens, sur ce plateau, on a développé, hein, finalement, on a débattu autour de peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Je me souviens que je faisais partie des personnes qui disaient on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que l'amour ne paye pas les factures d'électricité. Je continue à penser comme ça. Cependant,
le matériel accompagne l'amour. C'est-à-dire quoi? Pour que, enfin, le mariage aujourd'hui, et c'est la société qui l'a validé comme ça, qui voudrait que ce soit un acte, hein, finalement, un acte qui est respectable. Alors, pour montrer à l'être qu'on aime, qu'on entre dans cette logique-là, on la prend en mariage. On l'épouse. Et donc, maintenant, après, derrière, évidemment, c'est les fleurs, c'est tout ce que M. Soma a dit, parce que je suis d'accord, hein, finalement. Ah, d'accord. Avec les astuces, je suis d'accord. Mais c'est important. On va lire quelques messages. Hein. Monsieur Somo, c'est Zinga Angoula qui ont fait un gros coucou. J'étais sûr que c'est Zinga il est toujours présent au rendez-vous. Hein, ouais. Monsieur Somo est phénoménal, c'est lui qui dit. Hein. Monsieur Somo est phénoménal ce midi. Zinga Angoula encore. Donc, Madame Chouala, à long terme, Madame Chouala a à long terme compris qu'on pourrait convenir de se marier pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah non. Ah non. Alors on continue les messages. Je vous admire autant que j'admire votre émission. Merci beaucoup. Ma femme m'a quitté après 18 ans de mariage. 7 enfants. Seul motif, m'a-t-elle dit, elle pouvait mourir sans découvrir le plaisir sexuel. Que faire? C'est Babadi qui nous envoie ce message. Vous avez compris aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, on a D'accord. compris. Donc, il dit que faire? Il a besoin d'une réponse. Alors, rapidement. Oui, rapidement. En fait, son problème est relativement compliqué parce qu'en réalité, ce qu'elle est en train de rechercher, c'est la performance sexuelle qu'elle croit trouver à l'extérieur. Autrement dit, elle estime que son partenaire n'est pas suffisamment performant. Bon, et je dis, la solution qu'on pourrait lui proposer est fort simple. Allez tester ailleurs et vous verrez si vraiment l'autre a la meilleure performance possible. Non, je dis que lorsqu'on a 7 enfants et lorsqu'on a passé 18 ans, je crois qu'il n'y a pas au-delà de ce qu'elle a eu, une autre satisfaction sur le plan sexuel que ne lui a pas procuré. En tout cas, l'acte sexuel n'a de sens que s'il est véritablement validé par la venue d'un enfant. Maintenant, les enfants sont là. Maintenant, le reste, qui reste le plaisir, elle peut, à son niveau, développer des astuces pour prendre son pied, comme on dit, dans cette relation. Elle n'a pas à tout attendre de l'autre. Est-ce qu'elle est sûre que son gars est également satisfait? Elle s'est posée, elle pose la question à son gars, est-ce que lui, il est satisfait? Mais pourquoi il ne va pas essayer de voir dehors? C'est ça. Au finish, peut-être le mieux, c'est de dialoguer. Hein. Dialoguer, discuter, vous en parlez il y a des stratégies, hein, vous pouvez regarder des films et essayer certaines choses. Développer les prouesses. Vous pouvez demander des conseils. Oui, il y a des sexologues qui donnent des conseils sur la pratique de l'acte sexuel. Vous dire comment est-ce qu'il faut préparer l'acte, à quel moment il faut le faire et comment il faut sortir de l'acte sexuel. Tout à fait. Donc, à partir de cela, peut-être, si elle suit cette éducation, qu'elle prenne contact avec nous, nous allons lui dire 1, 2 ou 3 choses. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis sexologue. Oh, mais c'est souvent vous vous dévoilez aujourd'hui. Monsieur Somo se lâche. Il se lâche, il se dévoile. Mais c'est bien. On apprend des choses en tout cas. Au-delà de psychologues, les il se lâche, c'est bien. On va continuer avec les messages. Zinga Angoula encore qui revient. Notons aussi qu'ici en Europe, on se marie pour sauver une situation administrative, dans le sens de régulariser un séjour. C'est pas faux. Hein? Le mariage est la première institution créée par Dieu. Ce qui vient de Dieu est bon pour l'homme, donc pour la société. Il faut par conséquent retourner dans la Bible pour en connaître le mode d'emploi. Le problème, c'est que les gens sont pressés de se marier sans consulter Dieu. D'autres font le sexe hors du mariage et ça devient un péché. Okay. Ah oui, non, attendez, madame, je vais vous dire, je vais partager avec vous une situation que je vis actuellement avec un de mes neveux, justement, qui, en réalité, nous contraint à très rapidement se marier alors qu'il n'en a pas forcément les moyens, parce qu'en réalité, très fidèle à son Dieu, la femme est là tous les jours, mais il ne peut pas la consommer parce qu'il faut attendre le mariage. Conséquent, il est en train de précipiter cette relation que nous avons voulu planifier à un moment donné, nous rendre sûrs, être certains qu'en réalité, c'est une union qui est faite pour aller dans le temps. C'est souvent dangereux, cette attitude. Ouais. Le constat a été fait que les femmes, en approchant leur 30e année, font de se marier un enjeu ultime. Font de se marier un enjeu ultime, car elles vieillissent plus vite que les hommes. Dans cette optique, elles se jettent parfois hâtivement dans le mariage. Et elles se marient finalement mal. Oui. Alors, on a Ruben Français, c'est aussi un fidèle de cette émission, à qui on fait un gros coucou.
qui nous envoie ce message. On assiste de plus en plus aux appels de balles de M. Somo en direction de Mme Chouala. Ça va se savoir. Ah Monsieur Somo, il anime, hein, c'est intéressant. Oui, c'est juste pour... voilà, il a l'habitude de taquiner sur ce plateau. Hein, tout le monde le sait. C'est ma meilleure complice. Bonsoir. Si les parents sont souvent la cause liée à l'échec du mariage de leurs enfants, que dites-vous de la responsabilité de ces derniers? Merci, c'est Beleheken. Hein, j'ai bien prononcé, M. Somo? J'espère. Hein. Beleheken. Beleheken. Voilà, ça vous l'avez dit. Vous l'avez dit comme au village. Donc, il nous pose une question. Hein. Alors, si les parents sont souvent la cause liée à l'échec du mariage de leurs enfants, que dites-vous de la responsabilité de ces derniers? Rapidement, on dit. Non, bien sûr, ils sont également responsables. Hein. On a dit ici sur ce plateau que l'éducation donnée par les parents est importante parce que c'est une base conséquente. Mais cependant, il y a l'éducation de la société. Nous-mêmes, on s'éduque au fur et à mesure qu'on vit dans la société. La base, c'est une chose. Maintenant, on acquiert d'autres aptitudes de la société. Voilà. Donc, non, c'est trop facile. Ce serait une fuite en avant. Ils sont également responsables parce qu'ils ne repensent pas leurs actes. C'est très bien. Les parents, le rôle des parents est un rôle essentiellement consultatif. Consultatif. La décision doit revenir aux partenaires qui doivent assumer les conséquences ils sont responsables. de leur mariage. Tout à fait. Alors, je suis une femme au foyer. Je suis mariée avec mon mari. Je me suis mariée avec mon mari le 8 décembre passé. Et j'aimerais juste avoir les conseils de Mme Chouala. Merci de me répondre, s'il vous plaît. Alors, quels conseils? Il faudrait déjà vous qui avez réussi votre ménage, votre mariage, dites à cette dame comment vous êtes pris. Alors, parce qu'elle n'a pas spécifié. Hein. Elle veut des conseils. Oui, mais bon, je me dis, en fait, comme elle vient d'entrer dans le mariage, elle voudrait savoir comment s'y prendre, voilà, finalement, pour que ça aille plus loin, quoi. Respectez votre mari, respectez-vous vous-même, respectez le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous exposez pas à la débauche. Parce que si vous avez pris l'engagement de vous mettre avec votre mari, c'est parce que vous avez choisi. Et donc, il faut respecter le mariage. Aimez votre mari. Évidemment, votre mari doit également vous aimer. Mais surtout, contribuer à l'évolution de votre relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que participer ensemble à construire votre vie. Chacun y met de sa modeste contribution, d'une manière ou d'une autre. Parce que demain, l'édifice que vous allez construire, ce sera fait à deux. Donc, respectez également votre belle famille. C'est important. Cependant, ne vous laissez pas bouffer. Vraiment, j'apprécie... C'était bon, vous avez terminé? Oui, c'est bon, ça va aller. Vraiment, j'apprécie la dame. Elle raisonne très bien. Merci la gestionnaire, Madame Chouala. Merci. De plus en plus, vous avez des fans. Vous avez des fans. On dépense que Monsieur Saumon, mais de plus en plus. Il faut que ça s'équilibre. Bien sûr, il faut un équilibre, c'est tout à fait normal. Merci. Voilà. Coucou à vous sur le plateau. Mon époux m'a épousée quand j'avais une corpulence moyenne, alors que je suis passée 2 fois à la maternité. C'est-à-dire que je lui ai donné 2 enfants. Oui. J'ai pris des kilos. Quand je lis ce que je vois, hein, je vais essayer de traduire. Quand je lui exprime mon amour, il me répond que je l'étouffe et il a changé négativement vis-à-vis de moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Un conseil. C'est important quand même, je veux dire, après qu'elle ait donné ces maternités-là, il faut quand même en tenir compte, hein, parce qu'elle a donné la vie. Et je pense que ce monsieur, s'il est content d'avoir des enfants, c'est grâce à cette femme-là. Maintenant, il y a la morphologie qui change quand on accouche. Maintenant, il faut aussi s'entretenir. C'est pas parce qu'on a également fait 2 enfants qu'on doit se laisser aller. Parce qu'il y a un feeling derrière. Le monsieur a apprécié le feeling. Maintenant, il y a l'arrivée des enfants. Le feeling ne peut pas être exactement le même. Mais seulement, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser. C'est la chose la plus difficile. Hein. En tant qu'homme, c'est la chose la plus difficile. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, le même nez au milieu de la même figure, qui, lorsqu'en plus ce nez se détériore, il faut avoir beaucoup de courage pour supporter cela. Avec tout ce que nous avons comme pression. Beaucoup de courage, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis étouffé, SOS, je suis étouffé par les dames. Voilà, laissez-moi finir. Zingangula va vous venir en aide. C'est pour comme d'habitude. C'est certain. Non, attendez, il y a une situation extrêmement compliquée pour nous les hommes. Nous avons énormément de pression qui viennent de